Depuis des décennies, l'Algérie contemple son sol comme on contemple un coffre-fort scellé, avec cette conviction silencieuse que la richesse se mesure à ce que l'on peut extraire, vendre, transformer en devises. On forêt, on kraus, on pompe. On exporte des flux invisibles qui alimentent d'autres industries, d'autres villes, d'autres récits nationaux. Et pendant longtemps, cette logique a semblé suffisante, presque naturelle, comme si le destin du pays était inscrit dans cette relation verticale entre le sous-sol et les marchés mondiaux. Pourtant, la Terre n'a jamais été un simple stock de matières premières. Elle est une mémoire accumulée sur des millions d'années, un palimpseste géologique où chaque strate raconte une histoire de pression, de temps et de patience. La réduire à un compte bancaire, c'est oublier que toute richesse mal comprise finit par appauvrir celui qui la possède. Sous l'immensité saharienne, il n'y a pas uniquement le pétrole et le gaz qui ont structuré l'économie et l'imaginaire collectif. Il y a des veines de fer capables de soutenir des industries entières, des gisements de phosphate essentiels à la souveraineté alimentaire mondiale, du lithium et des terres rares devenues indispensables à la transition énergétique que le monde proclame urgente. Ces ressources ne sont pas des promesses abstraites, elles sont au cœur des batteries qui alimentent les voitures électriques, des réseaux qui transportent l'électricité, des technologies qui redessinent la puissance des États au XXI siècle. Le paradoxe est là, presque cruel, ce que l'Algérie possède en profondeur correspond exactement à ce que le monde réclame en surface. Mais posséder n'a jamais suffi. L'histoire économique mondiale est remplie de nations riches en ressources et pauvres en destin. La vraie fracture ne se situe pas entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, mais entre ceux qui transforment et ceux qui se contentent de livrer brut. Vendre ce que l'on extrait, c'est accepter que la valeur se crée ailleurs, que l'intelligence industrielle, la maîtrise technologique et le récit de la modernité s'écrivent loin de chez soi. Cette dépendance n'est pas seulement financière, elle est mentale. Elle façonne une manière de penser l'avenir comme quelque chose qui se négocie plutôt que comme quelque chose qui se construit. Alors la question change de nature. Elle cesse d'être comptable pour devenir existentielle. Il ne s'agit plus de dresser l'inventaire de ce que le sol contient, mais d'interroger la trajectoire collective que ces richesses rendent possible. Que voulons-nous devenir à partir de ce que nous avons déjà sous nos pieds? Une simple plateforme d'exportation pour les besoins des autres, ou une nation capable de transformer sa géologie en projet de civilisation? Cette interrogation oblige à ralentir, à écouter le silence du sous-sol, à comprendre que la Terre ne parle pas en barils ou en tonnes, mais en choix de long terme. Car chaque minerai extrait sans vision est une occasion manquée de bâtir, et chaque décision différée creuse une distance supplémentaire entre la richesse réelle et la dignité qu'elle devrait produire. Ce silence n'est pas vide, il attend une réponse, et cette réponse ne peut venir que d'une volonté de transformation qui dépasse le simple réflexe d'extraction. Aujourd'hui, quelque chose change, presque imperceptiblement, comme un basculement silencieux que seuls ceux qui regardent de près peuvent saisir. Le désert algérien n'est plus affronté à main nue, dans un rapport frontal fait d'usure et de renoncement. Il est désormais dialogué. On ne lui impose plus la volonté humaine brute, on l'écoute, on le mesure, on l'interprète. La Terre, longtemps considérée comme muette ou hostile, commence à répondre parce que l'on a enfin appris à lui poser les bonnes questions. Des capteurs enfouis sous le sable relèvent l'humidité au millimètre près, enregistrent les variations thermiques, anticipent les besoins réels des cultures. Chaque donnée devient une phrase dans un langage nouveau, celui d'une agriculture qui ne devine plus, mais qui comprend. Au-dessus de ces étendues que l'on croyait immobiles, des drones tracent des trajectoires précises, cartographiant les parcelles avec une rigueur chirurgicale. Ils observent la croissance des plants, détectent les stress hydriques, identifient les zones vulnérables avant même que l'œil humain ne puisse soupçonner un déséquilibre. Ce regard aérien transforme l'espace agricole en un système lisible, presque mathématique, où chaque décision repose sur l'analyse plutôt que sur l'intuition. L'irrigation, autrefois synonyme de gaspillage inévitable, devient intelligente, ciblée, presque respectueuse. L'eau n'est plus déversée dans l'espoir qu'une partie atteigne ses racines, elle est guidée, dosée, délivrée exactement là où elle est nécessaire. Dans le sud algérien, cette mutation change la nature même du rapport à l'eau. Ressource rare et sacrée, elle cesse d'être une variable incontrôlable pour devenir un élément maîtrisé, anticipé, optimisé. Chaque goutte compte, non pas parce qu'elle manque seulement, mais parce qu'elle a enfin une valeur stratégique clairement définie. L'agriculture cesse alors d'être une lutte épuisante contre la nature, un combat perdu d'avance face à l'aridité, pour devenir une alliance technologique avec elle. On ne force plus le sol à produire malgré ses contraintes, on compose avec elle, on les intègre dans un modèle pensé sur le long terme. Pendant que de nombreuses nations cherchent désespérément des terres fertiles ailleurs, multipliant les acquisitions et les dépendances extérieures, l'Algérie expérimente une équation que peu osent tenter. Produire massivement là où l'on croyait que rien ne poussait. Transformer un espace perçu comme une limite en un avantage comparatif. Cette audace repose sur une compréhension nouvelle. La fertilité n'est plus uniquement une donnée naturelle,
elle est aussi le produit de la connaissance, de la technologie et de la discipline collective. Le désert, autrefois symbole d'immobilité, devient un laboratoire à ciel ouvert où s'invente une agriculture du futur. Mais cette révolution dépasse largement la sphère technique. Elle oblige à repenser la notion même de richesse. Ce n'est plus seulement ce qui sort de terre qui compte, mais ce qui y reste, ce qui s'y construit dans la durée. Elle impose une autre relation au temps, faite de patience stratégique plutôt que de rendement immédiat. Elle exige une vision capable d'accepter que les fruits les plus décisifs ne se récoltent pas toujours à court terme. Dans cette terre qui apprend à penser, ce n'est pas seulement le sable qui se transforme, c'est la manière dont une nation envisage son avenir, entre maîtrise, humilité et projection à long terme, comme si chaque innovation ouvrait déjà la voie à ceux qui viendront marcher après. Ils sont jeunes, et ce détail change tout. Ils portent encore en eux l'impatience de ceux qui refusent l'immobilisme, mais aussi la lucidité de ceux qui ont vu ailleurs ce que signifie dépendre du travail des autres. Ingénieurs, agronomes, entrepreneurs, parfois formés loin de leur terre natale, ils auraient pu choisir la facilité apparente de l'exil durable, s'inscrire dans des trajectoires déjà balisées, contribuer à des projets qui ne porteraient jamais leur nom collectif. Pourtant, ils ont choisi de revenir ici. Ce retour n'a rien de nostalgique ni de romantique. Il est réfléchi, presque radical. Ils ne reviennent pas pour survivre, ni pour prouver une loyauté abstraite, mais pour construire quelque chose qui n'existait pas avant eux. Ils arrivent dans des zones que l'on disait condamnées, dans des étendues que l'imaginaire collectif avait rangées dans la catégorie du définitivement stérile. Là où l'on voyait le vide, ils voient des cycles possibles. Ils plantent là où l'on affirmait que tout était mort, non par naïveté, mais armé de connaissances, de données, de technologies et surtout d'une volonté de long terme. Le sable cesse alors d'être un symbole d'échec pour devenir un support de projection. Chaque graine plantée devient une promesse mesurable, chaque récolte une date inscrite dans un calendrier qui ne dépend plus des marchés internationaux, mais du travail local et de la maîtrise des processus. Pour eux, le désert n'est pas une fatalité. Il est un défi générationnel, presque un passage obligé. Relever ce défi, c'est refuser l'idée que l'histoire se répète toujours au détriment des mêmes. C'est affirmer que l'on n'est pas condamné à hériter passivement d'un modèle économique usé, mais capable de fonder un nouveau rapport à la terre et à la production. Cette génération ne se contente pas de discours sur la souveraineté, elle la met à l'épreuve du réel, hectare après hectare, saison après saison. Elle sait que la crédibilité ne se décrète pas, elle se cultive. Lorsque, au milieu de l'ocre infini, un champ vert apparaît, ce n'est jamais un simple paysage. C'est un signal. Une rupture visuelle qui raconte une rupture plus profonde. Ce vert tranche avec l'idée d'impuissance que l'on associait au désert. Il dit que quelque chose a été compris, maîtrisé, reproduit. Ce n'est pas seulement une victoire agricole, c'est une déclaration géopolitique silencieuse. Car un pays qui nourrit son peuple redéfinit immédiatement sa place dans le monde. Il réduit sa vulnérabilité, renforce sa capacité de décision et transforme ses relations extérieures. Maîtriser sa terre, c'est commencer à poser une autre question, bien plus dérangeante que celle des rendements ou des exportations. C'est interroger le sens même du développement et la responsabilité individuelle dans un projet collectif. Chaque jeune qui choisit de revenir au désert force la société entière à se regarder autrement. Il rappelle que l'avenir n'est pas une abstraction lointaine, mais une somme de décisions concrètes, prises ici et maintenant. Et dans ce mouvement, une interrogation demeure, suspendue, presque inconfortable. Si on choisit de bâtir là où tout semblait perdu, quelle part chacun est-il prêt à prendre dans cette transformation qui redessine, lentement mais sûrement, le visage du pays ?